Salut à tous et à tous, c'est Adrien David. Vous êtes ici avec moi à Trodin Perform dans les Pyrénées. Bienvenue dans le 1234. Ah, moi je suis pas entraîné à ce truc. Hein. Oh, c'est très très lourd. Ça tremble. Tiens, je te le lance. Bordel. Salut les amis, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du 1234. Aujourd'hui, on a Font-Romeu en immersion dans la préparation mentale et physique d'Adrien. Adrien, pilote de course automobile, quadruple champion de France de karting, plus jeune champion du monde d'F4, de l'histoire, à 15 ans. Donc là, aujourd'hui, il a 16 ans. Il fait partie du team Renault F1 et c'est le plus jeune de l'histoire à concourir en F3 Eurocup. Autant vous dire qu'il y a de l'avenir et on l'espère en F1. Adrien David, c'est ton portrait dans le 1234. Here we are. Du coup, Adrien, toi, tu es passionné par le sport automobile et la course notamment. C'est parti d'où cette passion? Alors ça a commencé en 2013. J'avais commencé sur 2 roues moi, parce que mon père avait fait pas mal de 2 roues. Il avait fait les championnats de France de motocross. Donc moi j'ai commencé automatiquement comme lui. Mais ça m'a pas plu, enfin j'ai pas eu le coup de foudre. Donc j'ai essayé sur 4 roues et là par contre en revanche, je suis tombé sous le charme. Ah, ça a accroché, c'est le cas de le dire. Ah ouais, direct, ça a accroché. Et voilà, j'ai commencé comme tout gamin par les championnats régionaux. De karting du coup? De karting. Ok. Tout a débuté en fait au karting de Royan à côté de chez moi, à 5 minutes. Ok, en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, ouais. Big up au Rochelet. Big up à la Charente-Maritime. Du coup, tu commences le karting à Royan là-bas. Ouais. Et direct, tu sens qu'il se passe quelque chose? Direct, j'ai senti que Tu kiffais ça, quoi. Je kiffais ça, j'ai eu le coup de foudre immédiat. Et donc j'ai voulu me lancer. Mon père m'a inscrit à l'école de pilotage de Royan. Voilà, Ok. j'ai fait 6 mois avec les kartings de location, à apprendre un peu comment conduire, comment freiner. Ok, machin. énorme. Et à la fin des 6 mois, on était 5 pilotes, je crois. Et le vainqueur, entre guillemets, de cette petite école avait une course offerte régionale. Donc j'ai gagné, puis j'ai fait ma première Donc t'as course gagné, régionale. t'as eu la course offerte régionale. J'ai eu la course offerte régionale, ouais. Ok, là t'as quel âge là? Là, j'ai 8 ans. Ok, 8 ans. Et dès ma première année, je finis 3e du championnat de France. Ok, et là t'as 9 ans. Et là, j'ai 9 ans. Voilà, c'est les débuts. Et ensuite, après, l'année d'après, je signe en équipe de France, donc ma 2e année en sport auto. Ok. Donc j'ai été 5 ans en équipe de France karting. Ok. Et puis là, ça fait 2 ans que je suis en équipe de France voiture. Ok. Et du coup, tu fais les championnats de France. Ouais. Et après, il y a une continuité derrière. Tu continues sur le kart? Ouais, en fait, j'ai fait les championnats de France. J'ai été au total 4 fois champion de France de kart. Ok. Et ensuite, après, on est passé au championnat d'Europe. Ok. Donc ça, c'était ma première année. J'ai fini 2e du championnat d'Europe au Mans. Ok, d'accord. Donc c'était plutôt bien. Trop cool. T'as quel âge là? J'ai 13 ans. 13 ans, ok. Ah ouais. Et là, les cartes, ils vont vite là, en championnat d'Europe déjà? Ah là, on arrive dans les catégories élites. Donc on a une vitesse de pointe de 130, 140 km/h. Au ras du sol là? On aura du sol. Bon, du camp. Ouais, quand on est jeune comme ça surprend. Terrible. Ah ouais, c'est abusé. Ouais. Et là, tu fais 2e du coup au championnat d'Europe. Ouais. Et du coup, après, tu as fait des championnats du monde même? Après, j'ai fait le championnat du monde. J'ai fait le championnat du monde X30 où j'ai terminé 3e. Ça, c'est Ok. une autre catégorie parmi les catégories reines. Ok. Et pour le championnat du monde dans la catégorie junior que je faisais, j'ai pas pu le faire parce que pour la petite anecdote, moins d'une semaine avant, j'ai eu l'appendicite Merde. à Barcelone. Entre Badouns. Et puis c'était 1 an jour pour jour après l'appendicite de mon père. Oh Donc non. en fait, c'est tombé tous les deux à la même période. Oh non. Et lui, c'était pendant les championnats d'Europe, mes championnats d'Europe en Suède. Donc décidément, les pays et les événements importants, on n'a pas été gâtés. Horrible. Ouais, par contre, tu voyages au taquet quand tu fais toutes ces courses Ouais. un peu partout. J'ai eu la chance de rouler à Ala-Arma en Finlande. Ok. C'est un circuit de kart incroyable. Il est dans un parc d'attractions, Énorme. le circuit. Polo, tu nous mettras une insert, hein. Désolé. Ouais. Il est dans un parc d'attractions, c'est incroyable. On passe sous un pont et tout. On arrive au bout de la ligne droite, on a qu'on appelle ça les montagnes russes, etc. C'est incroyable. Énorme, énorme. Et du coup, après, tu as continué sur le kart ou tu es direct passé au. J'ai continué sur le kart, je suis passé dans la catégorie senior, donc ça c'est vraiment la catégorie reine. Ok, donc là, c'est the best of the kart. Ouais, et parce qu'en fait je commençais à être trop lourd pour le junior D'accord. en poids, parce que c'est important le poids en karting, j'étais trop lourd, j'étais trop grand surtout pour mon âge. Et du coup je suis passé en senior et c'était plutôt bien parce que dès ma première course j'ai gagné.
Voilà, c'était la fin de saison et ensuite on a décidé de passer en voiture. Mais j'ai terminé le karting sur une victoire dans la catégorie Rennes dès ma première course, donc c'était plutôt. Ok, trop cool, énorme. Ouais. Et du coup, une fois que, en tant que tous les pilotes, en fait, c'est le schéma classique, c'est kart. Ensuite, ça part sur les plus grosses voitures, du coup, tout ce qui est Formule. Ouais. Et là, du coup, c'est quoi, tu pars en Formule 4 d'Esprit? Je fais 6 ans de karting et après on décide de passer en Formule 4 parce que c'était difficile financièrement de passer en Formule 4 et on a eu la chance d'avoir un gros soutien de la Fédération française qui m'a permis de faire la Formule 4. Et ouais, parce que pour expliquer, pour participer à une compétition de Formule 4, pour avoir sa voiture sur la grille et concourir, c'est environ 200 à 300 000 euros, c'est ça? Alors les montants exacts, ça varie suivant le championnat, les voyages, etc. Mais c'est un budget très très important. Et j'ai eu la chance que la fédération puisse m'aider à y participer, donc j'y ai participé. Et ça a été une de mes meilleures années parce que sur 14 courses, j'ai fait 12 pole positions et puis j'ai remporté le championnat, donc c'était vraiment une super saison. Ouais. Ok, trop cool. Ouais. Et là, donc ça, c'était la Formule 4 française. Ok. J'ai fait aussi quelques manches de la Formule 4 Asie que j'ai remporté. Et puis voilà, c'était. Donc j'ai fait le championnat asiatique et le championnat français. Ouais. Là, du coup, on arrive en 2019, là, en gros. Et là, après, là, ça commence à se bousculer derrière. Et alors, un petit peu, ça commence à un petit peu se précipiter, etc. C'est une porte qui s'ouvre vers la F3, derrière, championnat Eurocup. C'est exactement ça. La Formule 4, ça m'a permis d'être repéré par Renault. Donc j'ai été signé dans la Renault F1 Junior Team. Ça a été aussi un rêve de gamin qui s'est réalisé. En plus, là, j'étais en équipe de France automobile, ma première sélection. Et puis aussi Eric Boulier, mon manager qui a rejoint l'aventure et qui m'a apporté énormément de choses aussi pour intégrer l'Eurocup et ce championnat d'F3. Ouais. Énorme. Et là, du coup, en F3, c'est le championnat dans lequel tu concours et tu vas concourir sur les mois qui arrivent là. Oui. Les voitures, elles vont à combien à peu près? Alors, on a une voiture avec un moteur Renault Turbo de 300 chevaux et une voiture qui pèse 690 kg, pilote inclus. Donc, on a des vitesses de pointe de 260 km/h. Okay. Et un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Ouais. Et vous faites les courses en même temps parfois que la F1. Pas tout à fait pareil, pas comme la F2, F1, mais parfois c'est en même temps. Alors ouais, on a des courses en même temps que la Formule 1. Par exemple, on aura à Monaco, une grande première pour moi cette année. Énorme. Donc ça sera super parce que j'ai toujours rêvé depuis gamin de rouler dans ces rues. J'ai toujours regardé à la télé et puis là je vais enfin y rouler en même temps que la Formule 1. Ouais. C'est-à-dire que notre course elle sera à 10h par exemple et puis on aura la Formule 1 qui démarrera à 14h. Donc en fait on est en ouverture et c'est vraiment génial. Ouais. Sachant qu'à la fin de la saison dernière, t'as couru sur Imola. Ouais. Et tu as fait 3e place à Imola J'ai fait mon premier podium en Eurocup à Imola, donc c'était en même temps que la Formule 1. C'était plutôt un bel accomplissement parce que c'était une année difficile. En venant de la Formule 4, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et parce que la voiture, il y a des réglages différents, elle va plus vite. La voiture va beaucoup plus vite. On a 150 chevaux de plus. Ok, oui. Elle est 100 kg plus lourde. Et on a des pneus qui sont beaucoup plus larges, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'adhérence, ça pèse plus lourde et plus de puissance. Donc tout ça, c'est dur à apprivoiser au début. Et justement, cette énorme transition de passer de 150 chevaux de plus en une seule année, donc la monoplace, c'est un changement brutal. Ouais. Et justement, on est ici à ton centre d'entraînement, physique, mental, parce que le mental, c'est hyper important c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Et là, on est à Font-Romeu, donc on est en plein milieu de la neige. Donc à l'heure où je vous parle, on est en janvier, nous. Peut-être que vous verrez l'épisode pour mars ou avril, mais là, il neige derrière. Il fait très froid dehors. Et justement, c'est un choix stratégique parce que le fait d'être en altitude, peut-être que ça permet pour les globules rouges. Tu m'avais parlé de ça à un moment. Exactement. En fait, c'est super de pouvoir s'entraîner ici à Trodon-la-Performe. Parce que premièrement, les globules rouges, on est en altitude, donc ça permet de s'entraîner avec une intensité plus forte. Et quand on redescend au niveau de la mer, on a beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Ensuite, ici, Trodon-la-Performe, c'est vraiment un centre exceptionnel de pilotes. Tu peux nous citer certains pilotes qui sont passés par ici, par exemple? Il y a Esteban Ocon qui est présent là actuellement. Ouais. Il y a Sébastien Ogier, 7 fois champion du monde de rallye. Ouais. Il y a énormément de pilotes. Jean-Éric Vergne. Il y a beaucoup de pilotes de Formule 1 qui passent. Okay. Et souvent, les équipes font confiance à Trodon-la-Performe et envoient une grosse partie de leurs pilotes à se faire tester, à se faire améliorer ici. Et au niveau de la préparation mentale, parce que c'est hyper important, on en parlait une fois ensemble, tu m'avais dit, dans ce sport, tu peux passer
du tout au rien en fait. Bien sûr. Tu peux devenir de héros à zéro. Tu m'avais dit cette phrase, ça m'a marqué. Ouais. Et comment tu te prépares mentalement ici à ça? C'est compliqué parce que justement après mon année de Formule 4, qui était plutôt très bonne, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées et je suis vraiment arrivé en Eurocup confiant entre guillemets en ayant eu le titre de Formule 4 juste avant. Donc voilà, c'était plutôt tout était beau et j'avais pas réalisé forcément que l'Eurocup allait être aussi difficile, qu'il y avait autant de choses à apprendre. Donc je suis vite redescendu. Et c'est ça qui est compliqué dans ce sport, c'est que dès qu'on gagne une course, on devient vite populaire, il y a tout le monde qui est là. Et puis quand ça marche moins bien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est pareil pour tout sport de haut niveau, que ce soit sport automobile, surf, tennis, boxe, peu importe. Quand on gagne, on monte tout de suite. Et puis pareil, dès qu'on perd, ça redescend rapidement. Donc faut réussir à se préparer mentalement et pas avoir trop d'émotionnel, dans le sens où quand ça marche pas, faut pas se démoraliser. Et c'est ça le plus difficile, parce que quand on passe complètement à côté d'une course, on a du mal à réaliser que la prochaine course peut être superbe et qu'on peut la gagner. Donc c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'il a juste 16 ans, Adrien, les gars. Ouais. Et ouais, putain, on dirait pas, bordel. Le mec conduit des bagnoles qui vont à 260 dans les lignes droites, mais bon, tout va bien. Tout est nickel. Non, parce qu'en fait, je suis. T'as pas genre le permis là? Non, j'aurai le permis dans plus d'un an, malheureusement. Parce que je suis en 2004, donc il faut attendre 18 ans. C'est quand même incroyable. Tu conduis des monoplaces qui vont à quasiment 300 et t'as pas genre le permis quand même. C'est différent, tu sais, de piloter et de conduire. Ouais. En fait, je sais même pas si je sais conduire à 50 km/h parce que c'est vachement différent. Déjà, il faut. Je pense que j'apporterai beaucoup moins d'attention si je roule à 50 que si je roule sur un circuit. Donc, clair, à se prendre des trottoirs et tout. Ok, pas. Ça va me faire du bien de faire 2 heures de conduite. Mais du coup, Adri, revenons sur la préparation mentale. Ouais. Tu me disais, ça fait 5 ans du coup que tu es à 3-2-1 Perform. Ouais. Et par exemple, peux-tu me citer, je sais pas moi, un petit exemple d'un exercice mental, de préparation mentale? Alors, le plus important pour moi, c'est la gestion du stress sous pression. C'est-à-dire que là, on a un exercice où on a des sons, où on a des images, où on a des pédales, et qui arrivent à une vitesse plutôt très rapide. Et en fait, on doit tout gérer en même temps. On doit faire les pédales, les sons, les manettes aussi, parce qu'on a des manettes. Et tout ça en même temps. Et c'est un test qui dure 10 minutes. C'est pour moi le test le plus difficile parce que les 5 premières minutes sont faciles, mais après on arrive, on sature mentalement. Et c'est pour ça que d'être ici, ça m'aide vraiment à repousser mes limites mentales et à gérer mon stress mieux, parce que c'est important quand on est sur une grille de départ de ne pas perdre ses moyens. Bien sûr. Et puis surtout quand on arrive sur la grille, qu'il y a les feux qui s'allument et qu'on a 20 mecs derrière qui veulent prendre notre place. C'est ça. Puis c'est un sport qui se joue à rien au final. C'est des centièmes de seconde, des millièmes de seconde. C'est un sport de précision, on va dire. C'est pas un sport forcément physique comme peut être la boxe, mais c'est vraiment être très précis sur le volant, sur les freinages, sur les accélérations, pour essayer d'être le plus fluide possible et gagner tous ces millièmes. Ok. Et du coup, toi, tu montes dans la monoplace au moment des courses, en fait. Ouais. C'est là que tu t'entraînes vraiment? C'est au moment des qualifs? Ouais. En fait, on a des essais avant chaque course. On a une journée d'essai qui est dédiée, où là, en fait, on peut rouler. On a des horaires pour rouler, parce qu'en fait, c'est interdit de rouler quand il n'y a pas de course. Parce que c'est pour limiter les budgets, pour pas que les budgets s'envolent, parce que c'est un sport qui coûte cher malheureusement. Donc chaque pilote est à totale égalité au final? Chaque pilote part avec une égalité d'entraînement, nombre d'heures d'entraînement. Après les voitures, c'est quand même… Puis après, il y a des pilotes qui font 2, 3, 4 années dans le championnat. Et donc forcément, elles sont avantagées parce que vu qu'on n'a pas le droit de s'entraîner, elles ont beaucoup plus d'expérience. Et en arrivant sur les pistes, elles les connaissent déjà, etc. Donc ça, c'est le plus gros avantage. Comment, toi, en tant que pilote, tu gères l'aspect, pas de la solitude, mais le fait que ce soit un sport individuel? C'est compliqué. En fait, je ne le réalisais pas quand j'ai débuté parce que j'allais encore à l'école jusqu'en 5e. Maintenant, je fais le CNED, c'est l'école à domicile. Et ce qui me manque le plus, c'est vraiment de retourner à l'école parce que le contact social, c'est quelque chose d'indispensable de l'être humain. C'est clair. Et d'être toujours tout seul chez soi à faire l'école, c'est pas passionnant honnêtement parce que on voit sa prof, donc c'est déjà un contact social, mais c'est le seul que j'ai à part mes parents. C'est important le sport de haut niveau parce qu'on ne peut pas, faut avoir vraiment
un train de vie dédié. On compare souvent ça Un à mode une de vie vie, ouais, je vois. monacale parce que voilà, je sors jamais de chez moi, je vais jamais avec des potes. Voilà, c'est toujours dédié, donc c'est le réveil à 8h, c'est sport. Ensuite, c'est je mange, école l'après-midi, peut-être une autre séance de sport, et puis ensuite je dors tôt à 22h maximum chaque soir. Ouais, tu donnes tout pour ça, C'est vraiment dédié ma vie pour ce sport et pour ton rêve aussi, pour mon rêve. bien qui sûr. est la F1 en soi. Le rêve, c'est la Ultime. Formule 1, bien sûr, mais le plus important, c'est de devenir professionnel dans ce sport et d'en vivre parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est de prendre du plaisir, entre guillemets, dans la C'est vie. clair. Et j'ai réalisé que où j'en prenais le plus, c'était derrière un volant. Donc que ce soit de conduire de la Formule 1, de l'IndyCar, L'IndyCar, c'est ce qu'ils font aux États-Unis, c'est ça? c'est exactement À le championnat. Indianapolis, c'est ça? C'est un petit peu similaire au championnat Formule 1, mais c'est américain. Donc, Ok. il y a énormément de public, hein. Il y a plus de 300 000 personnes à Indianapolis qui viennent voir, ils sont fans des Putain, Américains. énorme. Ton rêve ultime, c'est la F1. Ouais. Aujourd'hui, tu es en F3 Eurocup. Ouais. Donc, pour expliquer un peu, ensuite, ce qui suit, c'est la F3 Monde. F3 FIA Monde, ouais, exactement. Ensuite, la F2. Ensuite la Formule 2 et, un après, jour le peut-être le Graal, ouais, la Formule 1. Le Graal, la F1, il y a quoi? Il y a 20 pilotes, donc 30 pilotes en tout. Ouais, Un numéro 1, un numéro 2 par team et un Ouais. numéro 3 qui est suppléant en soi. exactement, qui est là au cas où il y a un accident Ok. ou Donc un malade. 30 gladiateurs des temps modernes Ouais, pour des milliers de rêves, quoi. Donc au final, bien sûr. c'est serré, mais c'est jouable. C'est jouable, exactement. Là, on arrive. Moi, je prends souvent l'exemple d'un entonnoir parce que quand on démarre en karting, c'est assez large. C'est pas accessible, mais on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent participer. Et puis après, plus on monte dans les catégories et plus ça se resserre. Et voilà, ce qui est important, c'est de performer chaque année. Alors, pas forcément de gagner le championnat, c'est bonus si on le fait. Mais le mieux, c'est d'être toujours dans les 3 premiers, de toujours montrer qu'on est là à se battre pour le titre. Ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est ce que je vais faire cette année, j'espère. Bah ouais, on te le souhaite. C'est quoi, toi, tes circuits préférés, tes circuits de rêve, le circuit sur lequel tu t'es dit, putain, en fait, ça y est, j'y suis? Ou c'est le circuit où tu te dis, putain, j'aimerais trop y être? Moi, le circuit de rêve, c'est pas un circuit de voiture, c'est un circuit de kart. Ok. C'est La Conca en Italie, Non. où j'ai gagné une manche du championnat du monde sur 2 roues. Et, En motocross, du coup. non, en kart, mais c'est que j'ai fait un 2 roues pour dépasser Mais non. le premier. C'est la vidéo, c'est ma dernière Hop vidéo là, sur on le met Insta. juste ici, les amis. C'est ma dernière vidéo que j'ai mise sur Instagram d'ailleurs. Et franchement, c'est la piste de mes rêves parce que c'est une piste qui est réputée pour avoir énormément d'adhérence. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait un 2 roues parce qu'il y a tellement d'adhérence que si on rentre trop fort dans un virage, bah, automatiquement il y a le kart qui se lève. Et le tracé est incroyable. D'ailleurs, pourquoi vous avez des combinaisons? Non, mais c'est une question de code. C'est pour la protection, mais c'est pour l'aérodynamisme aussi. Non, en fait, c'est pour la protection. Ok. Elles sont ignifugées. Donc, Ok. on a vu récemment Ouais, l'accident de Romain Grosjean. Romain Grosjean, ouais. Ça lui a sauvé la vie parce que la combinaison, ça prend vraiment pas feu. Et c'est incroyable, ça a sauvé la vie à beaucoup de pilotes. Pareil, vous avez des chaussures spéciales qui sont inifugées aussi? En fait, on a tout ignifugé. On a que ce soit chaussettes, leggings, t-shirt, cagoule, gants, chaussures, Il combinaison. n'y a rien qui peut prendre feu en soi. Il y a tout qui est ignifugé, même le casque, il est ignifugé. Donc c'est vraiment quelque chose de superbe parce que la sécurité, c'est quelque chose d'important. On a vu récemment, malheureusement, l'accident d'Antoine Hubert. Et je suis très triste, mais ils essaient sans cesse de mettre la technologie, de la repousser, mais voilà, il n'y a jamais un risque zéro dans ce sport. C'est clair. Mais déjà aujourd'hui, c'est bien plus safe qu'à l'époque de nos Bien sûr. parents et de nos grands-parents. Mais on parlait d'un truc tout con tout à l'heure qui m'a fait vachement marrer. Mais par contre, dans une course, en général, un pilote, ça perd quoi? Ça perd entre 2 et 4 kilos. Alors ça dépend. En Formule 1, ils ont le Grand Prix de Singapour qui est réputé pour être extrêmement physique, principalement dû à la chaleur et l'humidité de l'air. Donc oui, entre le départ et la fin de la course, ils perdent 3 kilos. Ouais. En 45 minutes? Dans une course de Formule 1, ça peut aller jusqu'à c'est entre 1h30 et 2h. Ok. Donc heureusement, ils ont une gourde intégrée dans la voiture. Donc, mais c'est Ouais, jamais parce que les agréable. mecs, ils doivent avoir trop soif, quoi. Ouais, mais l'eau, elle est chaude avec Bon. le moteur. Quelle horreur, c'est cadeau, les amis. Mais vous, en F3, vous n'avez pas de gourde? Non, nous, on boit avant et puis après, on boit quand on finit. Hein. Moi, le poids maximal avec le casque combinaison, c'est 72 kg. Je fais 1m82 et je suis obligé, là, je pèse 66 kg parce qu'avec le casque, je suis à 70-71.
Il faut pas que je sois plus. Ouais. Mais abusé. Ouais. Ah, donc ça ressemble un peu à la boxe. Vous avez des pesées et tout? On allait peser, bien sûr. Mais non. Si. Non, en F1 aussi? En F1 aussi. Putain, dingue. Ouais. Et en fait, ils pèsent la voiture, et après, ils nous pèsent nous, ils additionnent, et il y a un poids minimal. Si on est en dessous, on est déclassé, enfin, on est expulsé. Putain, abusé. Du coup, Adri, vu que c'est un petit monde quand même, le monde du sport automobile, toi, ça fait longtemps que tu es dedans. Ouais. Est-ce que tu as des pilotes que tu retrouves, des pilotes que tu connais, des pilotes que tu as vus, même qui sont partis en F2, en F1, certains que tu as croisés à l'époque? Ouais, bien sûr. Enfin, j'ai démarré en karting, et puis ce qui est spécial, c'est de voir un petit peu aussi. Je me rappelle très bien de mes batailles et de mes adversaires dans les catégories mini-kart, cadet, toutes ces catégories-là. Je me rappelle mes grands adversaires. C'est important de ne pas non plus se laisser déstabiliser par le nom ou le palmarès qu'ils peuvent avoir. Parce qu'au final, si on est là, c'est qu'on a aussi notre place d'une forme, parce que voilà, ça se resserre et c'est un niveau assez élevé, et puis voilà, c'est toujours, faut pas se laisser déstabiliser. Et toi, tu as un pilote ou plusieurs pilotes qui t'ont inspiré depuis que tu as commencé, ou certains qui t'ont marqué, comme Schumacher, je sais pas, des mecs comme ça? Moi, j'aime beaucoup Max Verstappen, parce que c'est un pilote incroyable en course, dans le sens où il est toujours là pour mettre le spectacle, et c'est le premier qui tente le tout pour le tout, dans le sens où voilà, si son équipe lui dit bon, il faut préserver les pneus, il faut assurer cette deuxième place, il l'assurera pas, il ira à fond pour essayer d'aller chercher la victoire. Et puis je trouve ça admirable, dans le sens où on voit vraiment qu'il a faim, quoi. C'est vraiment un pilote impressionnant de l'extérieur. Ouais. Et en plus, c'est un des plus jeunes de l'histoire en F1, non? Ouais, ça a été le plus jeune de l'histoire, à 17 ans, son premier Grand Prix de Formule 1. Incroyable. Putain. Ça ne sera jamais battu, parce que, pour la petite anecdote, depuis son arrivée, ils ont changé le règlement. Il faut 18 ans révolus pour arriver en Formule 1. Ah oui. Ouais. Mais de toute façon, personne n'arrive à 18 ans en Formule 1. Toi, pour passer en F2, par exemple, il faudrait que tu fasses une année il faudrait que tu fasses le top 10 en Eurocup ou... Non, le titre premier. L'objectif cette année, c'est vraiment le titre. On dit toujours une année pour apprendre, une année pour gagner. J'ai eu mon année pour apprendre l'année dernière. On sait ce qui n'a pas été, on sait ce qui a été aussi en fin de saison, parce qu'il y a eu une très belle progression. Donc je vais repartir sur cette base-là, et puis je suis vraiment persuadé qu'il y a moyen de faire une superbe saison. Ouais. On y croit fort. Et en F4, tu as été, il me semble, l'un des plus jeunes champions du monde de l'histoire. J'ai été le plus jeune champion de Formule 4 de l'histoire, donc à 15 ans. C'était incroyable. Ouais, c'était plutôt un bel accomplissement. Mais pour la petite anecdote, je ne savais même pas que j'étais le plus jeune de l'histoire, parce que, bon, après le titre, j'étais content, parce que c'était ma première saison en Formule 4, et j'ai remporté le titre, donc c'était vraiment quelque chose de superbe. Mais en arrivant à la cérémonie de remise des prix, je me suis rendu compte, ils m'ont récompensé comme étant le plus jeune de l'histoire. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Abusé. Et du coup, Adri, c'est quoi ta prochaine course là en F3 Eurocup? Ma prochaine course, ce sera Spa-Francorchamps. Ce sera la première course de l'année, et ça sera le mi-avril. Ouais. Okay. Donc la reprise du championnat. Génial. Je pense que l'épisode sera sorti pour. J'espère. Et on te souhaite le meilleur, on te suivra de près en tout cas. Merci vraiment beaucoup. de très près. Et là, du coup, tu fais quoi, Adri? En fait, ça, c'est la préparation du coup, parce que c'est le seul membre qui n'est pas tenu dans la voiture. On est sanglé, mais le cou, il est libre. Et du coup, là, en fait, je suis en train de simuler du gainage. Donc, on tient 1 minute comme ça, où on met notre poids sur le cou. 8 minutes 1 minute. 1 minute. Et puis, ça permet de reproduire un petit peu ce qu'on a dans la voiture, parce que quand on freine, on a la tête qui part en avant. Okay. Donc là, ça me permet de m'entraîner pour pas que ce soit trop dur la reprise. Et plus tu mets du poids sur l'avant, et plus c'est dur. Ah ouais, putain. Et tu sens ici là que... Ah, moi je suis pas entraîné à ce truc. Hein. J'ai pas signé pour ça, mon les gars. Putain. Donc, on a un test, nous, pour les pilotes. C'est en fait pour tenir le volant, tout simplement, parce qu'on n'a pas de direction assistée. Donc, nous, le volant est super dur. C'est le maximum de temps avec 10 kg à bout de bras. En fait, c'est pour simuler le volant. Donc, on doit tenir comme ça le plus longtemps possible. Un volant, c'est comme ça pèse 10 kg? C'est extrêmement lourd. Ah ouais? Et là, en fait, il faut tenir le plus longtemps possible. Donc, le record, c'est 1 minute 30, je crois, comme ça. Mais je te laisserai bien essayer. Il faut que je tienne combien de temps sur ça? Mais enculé, mais attends. Essaye de tendre les bras déjà, vas-y, descends. Là? Tu te mets en chaise, Ouais. Voilà. Et là, tu tends les bras le plus longtemps possible. possible. C'est exactement comme si je suis en condition réelle? Non. Ah non. C'est juste pour... Oh, moi, je l'ai pas signé pour ça, les gars.
Putain, mais oh, c'est très lourd. Ça tremble. Tiens, je te le lance. Bordel de merde. Ah, c'est costaud le bordel. Il faut avoir les triceps de. Ça fait 15 secondes. Il faut avoir les triceps de Vin Diesel, moi je vous le dis. On a tendance à, tu sais, à être voûté dans la voiture. Ok. Parce qu'en fait, les baquets font qu'ils sont moulés autour de nous et puis dans la voiture, on est toujours comme ça, donc Ok. on est toujours voûté. Et du coup, pour nous remettre droit, alors c'est un exercice que tout le monde fait, c'est les tractions. Ok. Et on a un défi, c'est on doit passer 20 tractions, nous, tu vois. Ok. Donc je vais en faire, après tu vas essayer si tu veux. Ah, ok. C'est important de débloquer les bras parce que si tu fais que comme ça, là, tu vois, Ouais. et que tu tends pas les bras, et ben c'est beaucoup plus Tu facile. fais des vraies rétractions, moi j'en tiens pas une. Non, attends. Donc nous on doit faire 20 tractions pour être apte, ça veut dire. Ok. Enfin pas apte, mais pour être en bonne condition pour rouler. d'accord. Ok, tu vois. Donc je vais peut-être pas en faire 20 tout de suite, mais Ouais, mais tiens. c'est pas chier, hein. 20. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, nous le dos dans la voiture c'est vachement sollicité. Mais ouais. Allez, on va essayer d'en faire une, mais c'est rien pour vous, Lisa. Vas-y. Tu vas réussir mec, une c'est sûr. Allez vas-y monte mec. Oh non, mais oh, attends, mais c'est pas homologué hein, ton truc. Attends, les gars, faut vous le dire, moi j'ai pas signé pour ça. Alors là, comme ça je peux ou comme Ouais, ça? non fais comme tu veux. Hein. Ok. Mais Oh, je la passe. il y a une deuxième. Oh, je la passe. Oh, je la passe. Il en a fait deux. Ça c'est la meilleure machine pour moi pour se préparer Ok. au niveau des bras. Parce que dans la voiture on a cette position là. Donc on a le volant qui est assez proche de la tête. Ok. Et qui est assez haut. Ce qui fait que c'est vachement les épaules et les avant-bras qui travaillent. D'accord. Mais quand tu tournes un vrai volant de course, ça vraiment c'est comme si tu soulevais du poids quoi. C'est exactement, ouais. C'est exactement. C'est combien de ça, kilos à peu près, tu sais? Je dirais 15 kilos. 15 kilos. Ouais, là je suis à 22 là, tu vois, pour m'entraîner. T'es facile là, non? Ou tu forces? Non, là je force. Hein. Ah oui, tu forces. Hein. Ah oui, donc quand tu fais 15 kilos pendant 3 quarts d'heure de course, à la fin t'es fatigué. Mais à la fin t'es sec, le lendemain tu peux plus bouger. Mais non. Si. Tu vas voir que déjà la position elle est pas agréable parce que t'as le volant super proche de la tête. Ah oui, mais il est sur la gueule le volant. Ouais. C'est rigolo, Trop cool. Ouais. Et par contre, là, il y a du poids, c'est lourd hein, ta merde. Hein. 22 kilos. Là. Oh, c'est costaud le bordel. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas ma mal. Sparta, je vous le dis, les gars. Oh putain, par contre, pour sortir, les gars, faut avoir fait Mathieu Maspé. Oh putain. Oh, c'est un coup à jamais trop levé ça. C'est la base de tout pour les réflexes. On met même des calculs mentaux des fois. Genre par exemple, on est en train de le faire, les réflexes à fond. Et il y a le coach qui nous dit, bon bah voilà, faut faire des calculs. Donc on rajoute plein de difficultés sur ça. Allez. T'as été pas trop mal. Ton record 135. Ouais, sans lumière. Parce qu'avec la lumière, on va pas bien. Ah ouais. Putain, on voit pas. Comment tu fais pour voir toi? C'est un travail de vision. Là. Mais c'est ton métier mec. Comment tu fais gros? Je vois pas les mecs. Oh, c'est une catastrophe. Hein. J'ai fait moins sur gros qu'au petit quasiment. Waouh. Gilbert Montagnier, si t'as vu ça, franchement, je suis désolé. Hein. Je m'excuse, mais là c'était chaud. Je suis mort. Oh, par contre, ils ont tellement boxé les bordels qu'elles sont. Elles sont arrachées. Ouais. Elles sont arrachées. Ouais. Parce qu'on tape comme des dingues hein, dessus. Hein. Les amis, maintenant qu'on s'est régalé, c'est parti pour le moment que tout le monde préfère, le croustillant de poulet. Oh yeah. L'anecdote pour moi qui m'a marqué, je me rappelle, j'avais 12 ans. C'était la première fois que j'allais sur un Grand Prix de Formule 1. Et j'avais eu la chance de pouvoir assister au Grand Prix de Formule 1 en tant que VIP, donc j'étais dans le paddock des pilotes, etc. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais un grand fan d'Hamilton, je suis toujours. Mais j'avais la casquette Mercedes. Et puis je marchais et il y avait beaucoup de rafales dans le paddock. Et puis ma casquette s'est barrée. Et puis le temps que je me retourne pour aller la ramasser, c'était Lewis qui était venu à Hamilton qui me l'avait ramassé et qui me l'avait passé. Et ça m'avait marqué, j'étais sous le choc, j'avais même pas su quoi répondre parce que j'étais tellement obsédé par ce pilote. Bah ouais. Et là, t'avais quel âge là? Et à cette époque-là, j'avais 12 ans. Donc Oh, lui qui- énorme. en plus, Ah c'était ouais. sa casquette, c'était la casquette Mercedes Hamilton qui m'avait redonné, que j'avais fait tomber. T'aurais voulu la garder à vous. Ah, bah,
Adri, merci beaucoup de nous avoir accueillis déjà tout d'abord dans ton centre d'entraînement 3-2-1 Perform à Font-Romeu. Merci de nous avoir accordé ton temps, ta sympathie. On te souhaite le meilleur pour l'année à venir. Merci beaucoup. Qui s'annonce importante et je n'en doute pas prometteuse. Tu vas te régaler, tu vas nous faire régaler, tu vas nous faire kiffer, j'en suis certain. Adri, on te souhaite le meilleur et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup les gars, merci.